De tout pour faire un monde sur Arabelle. Nous vous présentons l'ouvrage Insertion des travailleurs migrants qui propose une série de métasynthèses évaluant les différents instruments socio-économiques et formatifs voués à l'insertion professionnelle de ces travailleurs issus de différentes migrations dans les pays de l'OCDE. Nous en parlons aujourd'hui avec l'initiateur, le coordinateur Altaï Manchou. Bonjour Altaï. Bonjour. Comment allez-vous ? Très bien, merci. Super. Je vous présente Laure, ma co-animatrice qui a des petites questions à vous poser. Bonjour Altaï. Salut. Alors on va parler de ce livre, Insertion des travailleurs migrants. Est-ce que vous pourriez nous raconter votre rapport à ce sujet ? Ça fait longtemps que vous avez commencé à vous intéresser à la formation et à l'insertion des travailleurs migrants. Je suis le co-directeur de l'IRFAM, Institut de recherche, formation, action sur les migrations. Nous avons créé cet institut en 1997 à l'issue de mon doctorat. Et donc je dirige scientifiquement cette institution et nous avons déjà commis de nombreuses recherches sur irfam.org. Les auditeurs peuvent vous consulter. Mais oui, ça fait une longue histoire, c'est toute ma carrière en fait. Alors l'IRFAM, on va en parler, c'est l'Institut de recherche, formation et action sur les migrations. C'est l'institut qui est à l'origine de ce livre. Quelles sont les activités tout au long de l'année de l'IRFAM ? Donc nous sommes une structure de formation continue et dédiée aux travailleurs sociaux, aux acteurs de l'insertion, de la formation, de l'enseignement aussi, et d'autres structures de ce type. Donc nous travaillons pour former ces travailleurs qui sont en formation, déjà en fonction. Et nous essayons de les rapprocher en fait de leur public issu de l'immigration, c'est notre spécialité, de identifier avec ces travailleurs des nouveaux défis qui apparaissent, par exemple des nouveaux publics immigrés ou des difficultés nouvelles de façon à y répondre. Ces travaux produisent des réflexions, ça devient des écrits donc que nous publions, ça devient des syllabus pour nos personnes que nous formons. Donc voilà, entre l'écriture et la diffusion de cette écriture sous forme de formation, nous passons notre temps et nos journées. Et donc, avant de parler du contenu du livre, on va parler un petit peu des auteurs, parce que vous n'êtes pas seul auteur. Pierre Vrians, Joseph Katougour, et Ajar, Bama Pirun, Steiger, Larine Gabo, vous êtes très nombreux à avoir coécrit ce livre. Alors, comment ça s'est passé ? Est-ce que chacun d'entre vous est spécialiste dans un domaine différent ? Évidemment, donc il faut dire que ceci est une commande du Fonds social européen. Nous travaillons avec les centres régionaux d'intégration en Wallonie, et notre objectif est, avec les centres régionaux, de développer des pôles d'expertise en cette matière, pour venir en aide aux nombreuses structures d'insertion professionnelle qui existent en Wallonie, mais bien sûr à Bruxelles aussi. Et à ce niveau-là, la question était de savoir, mais qu'est-ce qui marche en fait ? Qui a déjà évalué cela ? Nous faisons beaucoup de choses et beaucoup de choses se font dans nos régions, mais quelles sont les évaluations ? Pas seulement chez nous, mais ailleurs. Donc ici, à la demande du Fonds social européen, nous avons fait une large screening de différents dispositifs, 20 types de dispositifs. Par exemple, apprendre la langue du pays où vous êtes, c'est un dispositif. Le mentorat, ça en est autre, les formations professionnelles, etc. Et donc, nous avons essayé de trouver dans la littérature internationale, sur l'OCDE, donc c'est l'ensemble des pays développés, trouver des évaluations scientifiques qui existaient. Nous en avons trouvé 800. Et donc nous les avons synthétisés dans cet ouvrage de 500 pages. Donc c'est une brique et je ne pouvais pas le faire seul. Et j'ai collaboré avec beaucoup de gens qui sont aussi des chercheurs, des intervenants, des responsables associatifs qui voulaient développer des expertises dans ce domaine-là. Donc je les ai accompagnés scientifiquement pour réaliser ce travail dans les règles de l'art. Il y a également d'autres chercheurs, différentes universités qui nous ont aidés à ce niveau-là, et des étudiants qui ont fait des mémoires avancées. Donc on a pu également en tirer des choses intéressantes pour notre ouvrage. Alors vous nous parlez de l'OCDE, on parle aussi donc de l'UE, de ses associés, de tous les pays développés. Est-ce qu'on se rend compte après cela que finalement, en Belgique et ailleurs, le problème est pareil, ou est-ce que certains pays s'en sortent mieux que d'autres ? Évidemment, il y a des différences. Ça peut dépendre des types de dispositifs. Chaque pays a son contexte particulier, son histoire particulière. Il ne s'agit pas de prendre un exemple fut-il bon et de le transposer directement dans un autre pays, en particulier le nôtre. C'est pas ça. Mais il s'agit de s'inspirer de ce que les autres font dans leur contexte et de voir l'articulation que les dispositifs qui ont l'air de fonctionner ont pu construire avec leur contexte, avec les migrants qui ressortent, parce que les migrants qui arrivent à gauche sont peut-être pas les mêmes que ceux qui arrivent à droite, etc. Et donc ici, il ne s'agissait pas de faire le procès des uns et des autres, de angéliser certains pays. Il s'agissait de voir quels sont les dispositifs qui donnent des résultats intéressants et quoi de commun entre ces dispositifs qui donnent des résultats. Et à partir de ce modèle, on peut s'inspirer pour pouvoir innover, transformer, nuancer les pratiques que nous avons dans nos régions, à Bruxelles et en Wallonie.
Alors avant de parler des solutions, parce que oui, il y en a des instruments, des outils, des dispositifs, on va peut-être parler un petit peu du problème. Alors voilà, quel est le frein d'après vous à l'emploi des travailleurs migrants? On peut citer par exemple la maîtrise de la langue, le manque de qualification. Est-ce qu'il y en a d'autres? Bien sûr, il y a aussi ce qu'on pourrait appeler l'exclusion du marché de l'emploi, les expériences de ces personnes qu'elles ont pu acquérir dans leur pays d'origine, y compris des diplômes, sont pas nécessairement reconnus, voire très peu reconnus. Et il y a aussi des questions mathématiques, comme si vous vivez dans un pays depuis 8 ans ou votre famille vit dans ce pays depuis 800 ans, vous n'avez pas le même ancrage et vous n'avez pas les mêmes réseaux sociaux. Or, on sait bien que 3/4 des emplois sont distribués sur le marché de l'emploi par des réseaux, par ouï-dire, par des relations, c'est humain. Et donc, c'est déjà un handicap important par rapport au public. Donc, à partir de là, on va déjà poindre un certain nombre de dispositifs sociaux, relationnels, qui paraissent très, très intéressants, que nous avons pu d'ailleurs extraire de la littérature. Tout à fait. Donc, les solutions, on va en parler. Donc, il y a des outils, des instruments, des dispositifs auxquels vous croyez. On va parler un petit peu. On peut citer par exemple les cours de langue qui peuvent amener des compétences communicationnelles et même des compétences citoyennes. Il y a aussi des primes à l'emploi pour les entreprises. Il y a des quotas, des stages encadrés, des programmes, etc. Alors, pour vous, c'est quoi les dispositifs dont on a besoin et qui peuvent fonctionner? Alors, l'exercice nous a montré, au bout de ces 800 analyses, que ce qui était intéressant n'était pas nécessairement de s'arrêter sur un dispositif, mais de voir comment il était articulé à la réalité dans laquelle elle se place. Par exemple, prenons les cours de langue. C'est très bien les cours de langue. Les évaluations montrent que ces cours de langue, que ce soit en Norvège, au Canada, aux États-Unis, voire chez nous, apportent des bénéfices en termes de citoyenneté. Ça permet aux gens de communiquer avec son voisin, de se sentir d'ici et créer peut-être des réseaux. Et secondairement, de trouver un emploi. Mais force est de constater que les évaluations montrent qu'il y a très peu d'effets par rapport à l'emploi de ces cours de langue qui sont prévus dans dans une pensée soit linguistique, pédagogique ou scolaire. Seulement les cours de langue qui sont orientés directement et consciemment vers l'emploi donnent des résultats d'insertion. Et c'est quoi un cours de langue orienté vers l'emploi? C'est un cours de langue avec des termes professionnels en fait. Par exemple, mais pas seulement. C'est aussi un cours de langue qui fait selon les heures de travail dans les entreprises. Donc ce sont des cours de langue qui sont articulés aussi à des stages à l'emploi. Ce sont des cours de langue où effectivement il y a à la fois une didactique qui est liée au type de métier et on ne va pas apprendre la même langue quand on est dans le HORECA que quand on est dans un métier technique, etc. etc. Donc il y a d'autres détails que évidemment je ne vais pas pouvoir compter ici. Donc si vous n'imaginez pas dès le départ votre dispositif de langue en lien avec tel type de profession, vous n'avez pas beaucoup de chances d'insérer votre personne formée qui parlera peut-être la langue, mais on sera encore au niveau zéro par rapport à l'insertion. Alors, dans la mesure où nous devons de toute façon financer ces cours de langue et que les contributeurs sociaux les payent, eh bien autant financer des cours de langue qui sont directement liés en emploi. Et comment ça se fait? Ça aussi, c'est très très important. Un des critères que nous avons identifiés parmi tous ces projets et dispositifs qui fonctionnent, c'est la présence des entreprises. Si vous faites un projet d'insertion et que vous mettez des entreprises dans la conception et le financement, ils payent. Les patrons doivent payer pour l'insertion. Eh bien, à ce moment-là, vous n'avez pas de chance de voir insérer les gens si vous ne mettez pas l'entreprise. Par contre, si vous mettez l'entreprise dans la conception, le financement, l'évaluation et le pilotage du projet, là, vous avez beaucoup plus de chances de voir les gens formés accéder à l'emploi parce que vous aurez orienté le dispositif par rapport aux besoins de l'entreprise. Est-ce esclavagiser les travailleurs? Eh bien, je ne crois pas, puisqu'il n'est pas interdit, à côté des besoins de l'entreprise, de mettre d'autres thématiques par exemple, de faire intervenir les syndicats, faire intervenir des contenus sur les droits des travailleurs, sur leur protection, etc., etc. Et on peut créer un équilibre à ce niveau-là. Mais ce qu'on aura fait, on aurait adapté le dispositif au marché de l'emploi, et c'est ça qui est essentiel pour pouvoir accéder à l'entreprise et au travail. Alors dans votre livre, vous avez un point sur la création d'entreprises par des candidats investisseurs issus de l'immigration. Est-ce que vous pourriez nous dire un mot sur ce point? Ils sont nombreux, on les voit dans nos rues, il suffit de sortir. Je n'ai pas le chiffre exact en tête, mais un nombre extrêmement considérable d'entreprises créées à Bruxelles sont des PME familiales. Et ces PME-là, plus de la moitié de ces PME familiales sont dues à des personnes immigrées ou aussi d'immigration. Donc c'est quelque chose d'extrêmement important. Il s'agit dès lors
d'accompagner les gens. Donc il n'y a déjà plus la barrière de la langue pour les personnes primo-arrivantes qui voudraient être embauchées, par exemple. Créer son entreprise, c'est différent. Il y a quand même la barrière de la langue parce qu'il faut accéder donc au patronat. Il faut avoir parfois des permissions pour ouvrir certains types de commerces. Vous ne pouvez pas être cuisinier comme ça, vous devez avoir un diplôme, etc., etc. Donc, où il faut combiner des partenariats, il faut pouvoir jouer avec la fiscalité. Il y a des choses qui sont nécessaires à apprendre, mais on voit dans certaines régions tout autour de nous que ces cours-là, on n'est pas obligé de les faire dans la langue du pays d'accueil. On peut les faire dans une langue qu'on maîtrise, par exemple l'anglais ou une autre langue, voire la langue d'origine. Si ce groupe est nombreux, par exemple en arabe, pourquoi pas. L'essentiel, n'est-ce pas, que les gens puissent créer des entreprises et pouvoir gagner leur vie avec ça. Et donc, parfois, on se trompe d'objectif, en fait. Bien entendu, chemin faisant, cette personne va se rendre compte que le français est très important, par exemple pour Bruxelles ou la Wallonie, et parce que la clientèle est à gérer, etc. Et va développer des compétences. Mais là aussi, une des règles que nous avons vues à travers l'ensemble de ce screening, c'est qu'il s'agit de donner sens au dispositif que nous offrons aux populations issues de l'immigration. Si vous dites, voilà, il faut que tu apprennes le français, va étudier 2 ans et puis tu reviendras, on verra bien pour ta formation professionnelle, ce qui se passe malheureusement souvent. À ce moment-là, ça ne fait pas sens. Ces personnes vont être perdues, vont être happées par un marché de travail au noir et c'est un gain pour personne, et sûrement pas pour l'État. Et donc, à ce niveau-là, il s'agit de trouver des dispositifs qui articulent cours de langue, stages, payés. Mais ça existe, il y a des stages, il y a des apprentissages. Ces systèmes existent, c'est ça qui est malheureux. Mais ils sont en général fermés aux migrants pour des questions de barrière de langue ou de reconnaissance ou de non-information ou de non-diffusion de l'information. Et c'est ça que nous avons identifié. Des outils assez intéressants, on en dispose, mais on ne les articule pas. Et ça, c'est le point 3, c'est la transversalité entre les structures qui existent, l'information, le partenariat, et parmi ces structures, certainement les entreprises aussi, qui doivent être là quelque part au bout de piste, sinon ça n'a pas de sens ce qu'on fait. Il faut beaucoup plus de communication pour ce qui existe déjà, au lieu de vouloir créer toujours de nouvelles choses. Je pense à un pilotage centralisé, alors que quand on voit le fonctionnement de nos secteurs, souvent on a le secteur OISP, on a le secteur formation, éducation permanente, etc., qui sont sectorisés, et le lien entre ces différents petits wagonnets n'est pas fait, alors comment voulez-vous que le locomotive puisse les tirer? Alors, ce livre, Insertion des travailleurs migrants, où est-ce qu'on peut se le procurer? Donc, il a été publié dans notre collection qui s'appelle Compétences interculturelles, chez l'éditeur parisien L'Harmattan. Si vous allez sur le site de l'Harmattan ou sur le site de l'IRFAM, en tapant le nom du titre, donc Insertion de travailleurs migrants, efficacité des dispositifs, vous allez pouvoir le commander. Sinon, on peut le commander dans toute bonne librairie en donnant le nom. Mais je crois qu'ils vont devoir le commander parce qu'on ne trouve pas ces livres pointus nécessairement dans les librairies et chez nous. Insertion des travailleurs migrants. On a mis aussi toutes les informations sur la page Facebook de Tout pour faire un monde. Merci beaucoup, monsieur Altaï Mancheux, d'être venu ici nous en parler. Merci aussi et bon vent à votre radio. Merci, à très vite.